va finalement mettre tout le monde en esclavage, puisque pour donner à manger, il va acheter les terres pour Pharaon, il va également faire des citoyens égyptiens, des esclaves. Voilà un petit peu l'économie de Yosef en Égypte. C'est le programme de ce soir avec le Rav Chouraki. Toda rabba Rav et Erev Tov. Alors, avant de commencer, je vous entends, vous m'entendez de manière suivie ou en pointillé? Oui, oui, parfait, parfait. Parfait, très bien. Alors, bon là, vous vous engagez un petit peu en posant une question sur un aspect de l'économie de Yosef que j'ai évoqué rapidement la semaine dernière et qui n'est pas du tout celui que je vais évoquer ce soir. Donc, pour la réponse à cette question-là, plus en détail, il faudrait, comment dire, continuer sur cette série-là. Après, je dirais faire pas 2 cours là-dessus, mais toute une longue série de cours sur l'économie de Yosef. On pourrait en reparler d'ailleurs, même au livre de Shemot, puisque le problème de l'esclavage des Bnei Israël et le non-esclavage des Égyptiens, comme je l'avais évoqué la semaine dernière, Yosef n'a pas du tout voulu prendre les Égyptiens en achetant les personnes, et peut se traiter tout au long de l'histoire. Le pays d'Égypte étant appelé le Eretz Avadim, et tous ces aspects de l'esclavage demandent à être développés très longuement. Mais ce n'est pas le sujet que je veux développer ce soir autour de l'aspect politique de Yosef, de la conduite de la politique économique de Yosef, mais plutôt celui que j'ai mis d'ailleurs dans le titre, le problème des excédents, surtout du stockage de ces excédents et des échanges et comment conserver vous allez voir que toute l'économie est basée sur ce premier principe. Alors, la question, pour commencer, pour débuter, elle est évoquée dans un midrash, Pirkei des Rabbi Eliezer, et qui dit la chose suivante. Lorsque Yosef a proposé comme solution à la famine, en essayant de garder les récoltes des 7 années d'abondance pour les années qui vont venir de famine, les Égyptiens, non seulement n'avaient pas vu venir la famine, mais ont repoussé de manière massive la solution proposée par Yosef. Et Rabbi Tanchum dit dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, Ve'ayu Mitzrayim mal'igim alav ve'omrim, les Égyptiens se moquaient de la solution de Yosef en disant, mais attendez rien qu'un petit peu, et vous allez voir ce qui va devenir de cette solution de garder dans toutes ces silos, ces granges, ces réserves de récolte. Et comment des réserves de récolte peuvent-elles tenir 7 années d'abondance et encore toutes les années de famine? Et le problème, le côté très intéressant de ce que Yosef a mis en œuvre, qui avant même d'être un problème économique est d'abord un problème, je dirais tout simplement, de technologie agricole, c'est comment faire pour le résultat obtenu où finalement, dans tous les stocks que Yosef a gardés, le Midrash nous dit Lo shalta bahem rima velo chasru adiom moto klum. Quelque chose d'assez surprenant. Lo shalta bahem rima, cela veut dire il n'y a pas eu de vermine, de nuisibles qui ont attaqué toutes ces récoltes, toutes ces réserves. Les réserves sont restées entières et elles n'ont même pas diminué jusqu'à la mort de Yosef. Et ça, c'est quand même plus étonnant parce qu'il les a quand même finalement dispersés, il les a quand même finalement déversés ensuite pour donner à tous les Égyptiens de quoi se nourrir, à tous les pays alentours de quoi se nourrir. En tout cas, pour ouvrir le sujet des stocks, de la conservation des stocks, voilà le Midrash qui nous met directement poser la question, soulevée même par les Égyptiens, en disant comment Yosef a-t-il pu conserver une telle récolte? Et d'ailleurs, dans la Torah, lorsqu'on parle des différentes klalotes, des différentes malédictions, dans le livre de Devarim, parmi les kélalot de la parashat Kitavo, on a la kélala suivante, on nous dit Zerarav Totsi Asadeh, tu vas semer beaucoup de semences, ou Me'at te Esof qui harselenu arbe, mais tu vas récolter très peu parce que la malédiction va t'amener les sauterelles qui vont tout dévaster. Karmecha tita ve'avadta, tu vas travailler à planter et à faire fructifier ta vigne, ve'yayin lotishte ve'lote egor, qui tochelenu atolaat. Mais tu ne pourras pas boire de vin, ni garder du vin, conserver du vin, qui tochelenu atolaat, car tes vignes vont être entièrement rongées. Ni les raisins, ni le vin que tu vas garder ne pourront subsister. Et c'est sur ce point-là
que le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer nous dit, lorsque Yosef a ouvert ses granges, ses silos, pour reverser, pour donner, distribuer la récolte qui avait été gardée, il est écrit dans la Torah, Vayiftach Yosef et kol asher bahem vayishbor les Mitzrayim. Et Yosef a ouvert tous ceux dans quoi il avait conservé pour l'Égypte. Et c'est un passouk un peu long. Et il a ouvert et kol asher bahem vayishbor les Mitzrayim. On aurait pu écrire ça de manière très très facile en écrivant Vaïftar Yosef et Kol HaOtzarot. Il a ouvert toutes ses réserves. Pourquoi? Pour parler des réserves, et Kol HaOtzarot, on nous dit et Kol Asher Bahem Vaïshbor les Mitzrayim. Et la réponse est, eh bien, lorsqu'il a ouvert ses granges, il s'est rendu compte que le blé, les récoltes, tout ce qu'il avait gardé, se trouvait au même état qu'il était Kol Asher Bahem Vaïshbor au moment où il avait été engrangé. D'ailleurs, le mot même lui-même, on aurait même pu dire, si on voulait garder même cette formule-là, et kol asher bahem shavar les Mitzraïm, il a ouvert tout ce qu'il avait engrangé, gardé pour l'Égypte. Or, il est écrit kol asher bahem vaishbor, avec un futur transformé en passé par le vav conversif, vaishbor les Mitzraïm, pour nous dire, ce n'était pas que simplement question du passé, le moment où Yosef avait engrangé ses récoltes, mais c'était aussi 7 ans plus tard, au moment où la famine est arrivée, au même niveau, ça n'avait pas été touché. Comme l'état initial, il s'est retrouvé à l'état où il fallait utiliser ses récoltes. Et donc la question se pose, mais qu'est-ce que Yosef a fait? Comment comprendre, au début tout simplement au niveau agricole, ce qu'a fait Yosef pour conserver ses récoltes? Alors là-dessus, il y a différentes réponses qui ont été proposées par les commentateurs tout au long de l'histoire. Par exemple, Rabbi Avraham ibn Ezra, justement, soulève cette même question et dit, il y en a qui d'ailleurs objectent, en plus du fait que ça peut être détruit par les nuisibles, mais il dit, mais peut-être certains disent, l'atmosphère, le climat de l'Égypte est un climat qui, venant à proximité du Nil, est un climat humide, et étant humide, ça va être sujet à la corruption, à la pourriture, et donc ils ne pourront pas garder ces récoltes. Il dit ce n'est pas une objection. Il repousse ça très clairement en disant parce qu'il est possible de mélanger aux différentes récoltes certains produits, certains éléments qui permettent de conserver sur le long terme. Très intéressant, l'idée de la conservation. Quels sont ces éléments-là? Rabbi Avraham ibn Ezra ne nous les donne pas, mais Rachi lui-même les décrit lorsqu'il nous parle justement de la terre d'Égypte, et il dit la chose suivante, chaque terre a la capacité, a la caractéristique de pouvoir mélanger avec les produits de la terre, conserver ces produits. Kol eretz ve'eretz ma'amedet perotea. Elle contient, elle garde, elle conserve ces produits, et elle, donc mélanger avec les récoltes un peu de la terre d'Égypte, elle pourra permettre à ces récoltes de ne pas pourrir. Et cette idée de Rachi n'est pas été inventée par Rachi lui-même, même si on peut se dire, bon, Rachi avait quelques connaissances du travail agricole, mais en Égypte en particulier, en Israël, dans le Proche-Orient, le Midrash Bereshit Rabbah nous le donne. Et nous donne même le nom de ces éléments-là. Dans le Midrash Bereshit Rabbah, on a l'opinion de Rabbi Nehemia qui dit que Yosef avait mélangé avec cette terre de la poussière, vekitomiot, c'est-à-dire des cendres de l'Égypte, de choses qui sont dans la terre et qui permettent de conserver les récoltes. Et on nous dit pourquoi d'ailleurs ces cendres. Le commentaire du Midrash Rabbah attribué à Rashi, il est écrit Rashi, mais ce n'est pas de Rashi, mais Yuchas les Rashi, dit qu'il s'agissait d'une terre salée. C'est très intéressant cette idée-là. On a l'idée de terre salée, elle est évoquée dans le livre de Yirmiyahu, lorsqu'on nous parle de quelqu'un qui est voué à vivre dans le désert et dans la désolation. Veshachan harerim bamidbar, il vivra dans une région harerim comme Harara, une région calcinée, et on nous parle jusqu'en Eretz Melecha veloteshev, une terre qui est salée et l'oteshev où il ne peut pas, elle a tellement de sel que ça empêche de faire fructifier quoi que ce soit. Donc le sel empêche le travail de la terre. Le sel détruit la capacité à fructifier d'un terrain. C'est une terre, comme on dirait, une terre brûlée, une terre rasée, une terre salée pour empêcher
toute personne de venir après et de la cultiver. Oui, mais en même temps, nous dit Rachid, ce sel-là a aussi la capacité de conserver. Et donc, lorsqu'on le mélange, cette terre salée, avec les récoltes qui sont engrangées, eh bien, on a la possibilité de les conserver. Ça ne tue pas la faculté comment dire, fructifiante de la terre, ça tue les différents nuisibles qui sont eux-mêmes détruits par cette terre salée qui conserve tout en tuant les différents insectes. Le Talmud dans Masechet Shabbat continue sur cette idée-là en disant la chose suivante. Lorsqu'on parle de la Torah et de la Yirat Shamaim, il est impossible d'étudier la Torah si on n'a pas d'abord de la Yirat Shamaim. La Torah est une science qui demande d'abord et en premier lieu avoir certaines midot, certaines qualités morales, et ce sont ces qualités morales qui sont développées dans l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah demande à la fois forme ces qualités morales et à la fois est comme nécessité première pour l'étudier. Sans quoi, la Torah risquerait d'être engrangée, mais de se transformer en ce que le Talmud appelle Sammavet. La Torah peut être Sam Hayim ou Sammavet, à la fois un élixir de vie et à la fois un poison. Et quel est ce qui transforme la Torah en Sam Hayim? C'est la Yirat Shamaim. Ce sont les valeurs morales qui font que l'étude est bénéfique pour l'homme. Bien entendu, si on ne les a pas, il faut d'abord étudier le côté moral pour arriver au niveau du zrut qui nous permet de comprendre la Torah. C'est très important, la définition du Talmid Chacham n'est pas simplement un lamdan, c'est un lamdan plus des midot. Je dirais même plus des midot plus un lamdan. D'abord les valeurs morales et ensuite se rajoute finalement la lamdanout, la connaissance, tout le côté d'érudition qu'il peut avoir. Alors, le Talmud, pour imager cette idée, c'est donner une certaine métaphore à ça. Il dit Machal, les Ma'adavardomé, les Adam, chez Amar les Shlucho, qui dit à son serviteur monte-moi, allez li kor hitim la alia, garde-moi dans mon grenier un corps de hitim. Corps, c'est une quantité, à peu près quelque chose comme 250 litres en volume, et son aide va monter ces choses-là. Quand il revient, il lui dit Irav tabahen kav humton. Est-ce que tu as mis avec ces récoltes, avec ce blé, aussi une certaine quantité, un petit peu de ce humton, un certain élément? Le serviteur lui dit non, et il lui dit tu aurais mieux fait de ne rien garder, engranger une récolte sans lui associer ce cab, cette quantité de humton, c'est quelque chose qui va la faire pourrir, c'est quelque chose qui va l'amener à, à être mangé par les charançons, par tous les différents nuisibles. Et le Talmud nous dit, il est obligé, dans le conseil, alors on prend du monde agricole pour en parler du monde spirituel, mais à Revadav Kav Homton, on doit quelqu'un rajouter un cab de Homton dans ce cours de tes voies, dans cette quantité de récolte, pour ne pas avoir à craindre qu'elle périsse. C'est quoi ce Homton? Alors là, il y a plusieurs explications qui nous sont données. La première, par exemple, on nous dit, c'est le Eretz Melecha, cette terre salée. Elle est rapportée dans le Sefer Haruch, Rabbi Nathan, fils de Yechiel de Rome, un des premiers grands dictionnaires de la langue talmudique. Mais il donne un autre élément. Rabbeinu Hananel, 11e siècle, à Kérouan, dans son commentaire sur la Gemara, nous dit qu'il ne s'agit pas d'une terre salée, mais il s'agit tout simplement de sable. Encore une fois, c'est la poussière, mais c'est du sable qui est mélangé avec la récolte et qui lui permet de tenir, de résister. Et on a même Rashi, dans un autre passage, dans Masechet Betsa, qui évoque à propos de ce Chomton différentes. Alors, c'est plus simplement la terre elle-même, le sable, terre salée, mais il dit certaines herbes qui, quand elles ont une certaine odeur nocive. Et alors, on a déjà le début de toutes les différentes manières de repousser les nuisibles, qui, mélangées aux récoltes, donnent une certaine odeur qui est épouvantable et qui repousse tous ces différents animaux qui risqueraient d'abîmer les récoltes. Voilà plus ou moins les directions, je dirais, classiques, la terre, le sable, la terre salée, une certaine herbe qui aurait certaine odeur. Le Ramban a un commentaire très intéressant parce qu'il nous évoque une époque peut-être un peu oubliée de l'histoire de la médecine. Il nous dit la chose suivante, lorsque Yosef dit à Paro, Yere Paro ishnavon vechacham, que Paro trouve quelqu'un qui est la chokhma pour pouvoir régir la chose, la crise, il dit chacham, il faut avoir la sagesse de pouvoir conserver la récolte qui ne va pas pourrir et qui sera mélangée, les bons éléments qu'on doit mélanger dans les granges
pour qu'il n'y puisse pas périr. Alors il y a le Homton, Vegam à Kesef Achai. Kesef Achai, c'est très intéressant. C'est deux mots qui sont un peu oubliés aujourd'hui parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que c'est ça, Kesef Achai en hébreu? Et ça rappelle le nom, le vif argent, qui était le nom employé dans l'ancien temps pour parler du mercure. Et là, c'est très étonnant parce que la médecine a eu des hauts et des bas. On est aujourd'hui mêlé dans différentes crises sanitaires. Alors, le mercure a eu pendant toute l'Antiquité une idée dans laquelle ça pouvait guérir. Alors, le Ramban nous donne une explication. Là, il parle dans un cas particulier. Il dit on mélangeait le mercure avec du blanc d'œuf et ça faisait une certaine pommade pour éliminer les poux. Très intéressant. On pouvait prendre certains onguents formés à base de mercure, de ce vif argent, et ça pouvait résoudre certaines maladies de la peau. On a attribué pendant très longtemps des valeurs thérapeutiques au mercure en utilisation des situations médicales. Déjà au IIe siècle, Galien, les derniers médecins de l'Antiquité, de l'époque classique, a montré le taux de toxicité terrible du mercure et a dit qu'il faut arrêter d'utiliser ce genre de choses-là. Et pourtant, on continue à l'utiliser dû à Al-Razès, grand médecin de Perse au IXe siècle, qui réintroduit l'utilisation du mercure pour guérir certaines pathologies. Par exemple, pour guérir la constipation. Je ne sais pas combien voudraient avaler une certaine solution de mercure. Ça devait être, je dirais, radical dans tous les sens du terme pour éliminer la constipation. Ça éliminait tout avec. Mais en tout cas, de ce mercure utilisé, le Rambam nous donne encore un reste, un souvenir de cette époque de la médecine où on imaginait que mélanger ce kesef achai, ce vif argent, ce mercure dans certains procédés permettait de guérir des maladies. Mais là, dans notre cas, ce n'est pas une maladie, c'est d'empêcher de tuer les nuisibles, de tuer les différents insectes, puisque le mercure permettrait d'y arriver. Or, on a à cette question-là une réponse terriblement exacte et parfaite qui a été donnée il y a une dizaine d'années par des chercheurs de l'université de Bar-Ilan qui ont fait des recherches sur ce qu'ils appellent l'archéologie botanique, c'est-à-dire l'histoire des différents, de la botanique qui nous a été pour l'instant aujourd'hui oubliée, notamment le professeur Zohar Amar, mais entre autres le professeur Mordechai Kislev dans le laboratoire justement de docteur Simchoni, docteur Melamed. Et ils ont réussi à mettre le doigt juste, je dirais, sur l'instant de la pollution, de la façon où différents nuisibles sont arrivés dans les récoltes, à ce moment particulier, dans le Proche-Orient dans son ensemble. On a les noms. Il s'agit, alors on nous parle de le capucin des grains, une espèce de scarabée particulière, le charançon des blés, deuxième espèce, le cucugide dentelé des grains, qui est aussi une autre espèce, trois espèces différentes qui ont été recensées. Je vous passe les noms savants, Oryzaphis surinamules, qui serait le nom parfait évoqué par ces chercheurs. Ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas ça. C'est qu'on a mis le doigt sur les différents charançons, sur ces différents insectes, coléoptères, qui ont détruit de manière massive les récoltes au Proche-Orient à cette époque-là. La femelle de ce capucin des grains met entre 300 et 500 œufs par mois, ce qui veut dire qu'au bout d'un an, il y a déjà des milliers de différents nuisibles qui se sont développés et qui peuvent détruire d'une manière radicale n'importe quel grenier de récolte qui a été gardé, et particulièrement sur la récolte. Ce sont des nuisibles qui sont arrivés d'Inde et qui ont au passage changé un peu de goût, puisqu'en Inde, c'était plutôt des nuisibles des arbres, mais en arrivant au Proche-Orient, il y a peut-être moins de forêts, et donc ils se sont retransformés, reconvertis en faisant leur alia aux nuisibles des récoltes, du blé et de Chita et Seora en particulier. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé dans les fouilles à Beth Shean, au XVIe siècle, avant l'ère vulgaire, exactement cette tripouchite-là, ce scarabée en particulier, ces capucins des grains, et qui ont été retrouvés dans une graine de blé et unique, l'une des plus anciennes, on a une autre un peu plus ancienne, de l'époque, de cette époque-là. Aucun avant cette époque-là. Donc on arrive à se dire, voilà, cette époque-là, il commence à arriver. Or, cette époque est à peu près l'époque de Yosef, quand Yosef descend en Égypte. C'est très intéressant parce que 5 siècles plus tard, on a des fouilles au nord de Engev, sur les bords du Kinneret,
où on a retrouvé d'autres nuisibles sur des récoltes, mais alors là en quantité, des milliers. Et donc on se dit entre le XVIe siècle et le XIe siècle, puisqu'on n'a rien retrouvé d'autre, c'est toujours les aléas de l'archéologie qui est dépendante de ce qu'elle trouve, eh bien on nous dit c'est le moment où ils sont arrivés. Et ils sont arrivés d'ailleurs de manière très particulière, parce qu'il semblerait que ces récoltes-là soient passées, on a des traces qui sont identiques entre ces récoltes à cet endroit-là et celles qui se trouvent en Gilad. Gilad, c'est de l'autre côté du Ardennes, en Jordanie actuelle. Et on a presque, je dirais, le moment particulier où pénètrent ces nuisibles-là, et on a un moment très exact, puisqu'on nous dit à propos de Yosef qu'il est transporté en Égypte avec Orchat Ishmeelim Ba'a Migilad. Et ce n'est pas des commentaires classiques qui nous racontent cette histoire-là, ce sont des chercheurs qui nous disent on pourrait apparemment faire le tracé de ces différents nuisibles qui seraient descendus par différentes caravanes de Gilad dans la région du Yarden et qui ensuite sont arrivés et pénétrés en Égypte. Voilà à peu près ce qui se dessine pour nous. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ça, on a différents psukim qui s'expliquent. Par exemple, le fait que l'Égypte, à ce moment-là, n'est qu'au début de la pénétration de ces différentes nuisibles, eh bien, a provoqué que Yosef, comme différentes conduites, a pris la décision de séparer les différents cantons et les différentes régions, puisqu'il est écrit Vaïten Ochel Be'arim, Ochel Sedeaïr, Asher Sevivotea, Natan Betocha. Il a gardé, on a parlé la semaine dernière des villes, mais il a gardé chaque ville avec ses régions de manière à isoler la pénétration comment dire, de ces nuisibles par cette séparation de l'Égypte parcelée en régions. Mais le plus intéressant, c'est qu'on nous dit, mais quelle était la méthode pour lutter contre ces éléments-là? Tout ce que nous ont dit les Parashanim se retrouve dans cette étude. Et on nous dit, la méthode est la suivante. C'était de mélanger du sable, parce que le sable, mélangé aux différents grains de blé, va gratter, faire des différentes incisions sur la carapace de ces charançons qui très vite se dessèchent, et c'est la meilleure manière pour lutter contre leur manière de détruire des blés. Et donc tout le monde, l'idée qui est ramenée par les Chachamim, on dit mais Kovronton, le sable, la terre salée, etc. On peut trouver différentes caractéristiques, mais la plus simple et la plus nette, c'est que c'était la façon de garder des récoltes, parce que plus dur que les différentes graines sont justement le sable et ces comment dire, différents graviers qui permettaient de gratter la carapace de ces charançons. Il y a une deuxième règle qui est évoquée. Et cette deuxième règle, c'est comme tellement intéressant parce qu'on se dit, ce qui nous est donné par les Chachamim, on le retrouve évoqué par les différentes comment dire, recherches au niveau botanique de comment on utilisait, comment on conduisait dans l'agriculture de cette époque. Alors le deuxième point, il est lié à l'humidité dont on parlait tout à l'heure, puisque le problème de Yosef, c'est pas simplement les charançons, mais c'est que le pays avec le Nil est humide et la température est très élevée, et humidité plus température élevée, c'est tout ce qu'il faut pour arriver justement à ce que ça pourrisse. Et la solution qui est donnée, c'est de... Alors il y a plusieurs solutions, qu'on a été dessécher la récolte, nettoyer bien les endroits où on les met, garder une température plus basse. Or, l'idée qui est donnée, c'est justement d'avoir fait des silos et des granges souterraines. Et ces granges souterraines permettaient de conserver un niveau de température très bas, qui permettait de développer d'ailleurs du gaz carbonique qui détruit en même temps les différents nuisibles. Et ces deux éléments associés l'un avec l'autre permettaient de conserver les récoltes. Or, on a un passouk de la paracha très étonnant. On nous dit, lorsque Yosef conserve les différentes récoltes, il est écrit Vataras haaretz bisheva shene asava, la terre a fait pendant les 7 années d'abondance l'ikmatsim. Et l'ikmatsim, c'est un mot qui n'est pas évident tout de suite. On se dit, qu'est-ce que c'est l'ikmatsim? Par exemple, il y a un midrash Temani Maora fait là, qui dit l'ikmatsim, c'est quoi? Kmatsim en araméen, ça veut dire chagavim, des sauterelles. Et il dit en fait, les Égyptiens avaient essayé tout seuls de conserver quoi que ce soit, mais chaque fois que quelqu'un conservait, ça a été dévasté par les différentes sauterelles, les criquets et autres, et ils n'arrivaient pas justement à conserver ce qui avait été donné. Oui, mais pour nous, il s'agit de Yosef, et il s'agit de comprendre comment Yosef a réussi, au contraire, à garder ses récoltes. Alors, on a différentes directions qui sont apportées à ce mot-là,
l'ikmatzim. Par exemple, Rashi nous dit, c'est quoi ce l'ikmatzim? Kometz al kometz, yad al yad ayotzrim. Kmatzim, c'est juste une petite poignée. Eh bien, à chaque fois, ils prenaient petit à petit, petite poignée par petite poignée, ils ont créé l'ensemble de la récolte de l'Égypte. Le Radak, dans cette même direction, dans son livre, dans son dictionnaire, Sefer HaShorashim, nous dit c'est quoi ce likmatzim? Merat, merat, c'est un petit peu de récolte à chaque fois qui a créé les réserves énormes qu'avait Yosef. Le Maharal rajoute le côté associé, chacun apportait un kometz, et le kometz de l'un s'associait au kometz de l'autre, et lorsque l'un apportait quelque chose, la poignée de l'une s'associait à la poignée de l'autre, et d'une manière générale, de tous ces gens-là, on arrivait à obtenir comment dire, les réserves qui ont permis à l'Égypte de substituer. On a d'autres explications dans le même ordre d'idées, par exemple les Baalei HaTosafot, dans un livre qui s'appelle Darat Zekenim mi Baalei HaTosafot, qui nous dit qu'ils ont eu besoin, lorsqu'il leur restait pour donner à Yosef toute leur récolte, lorsque Yosef achète les récoltes, eh bien, ils ont donné, même il leur restait une poignée de grains dans leur grange, même cette poignée de grains a été achetée par Yosef pour pouvoir constituer le stock énorme de tout ce qui aurait bénéficié aux périodes de famine. D'autres proposent une autre direction en disant lorsqu'il s'agit de cette Aretz Likmatzim, c'est la description de la fertilité de la terre pendant les 7 années d'abondance. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, dans son commentaire sur la Torah, dit la chose suivante, ce n'est pas la quantité de récolte qui a été gardée, mais c'est la quantité de récolte qui a au contraire poussé. Sur une seule tige de blé, il y avait des kmatzim, des poignées, il y avait comment dire, de tiges, des gerbes entières qui poussaient sur une seule tige. Le Radak, d'ailleurs, propose une deuxième explication dans son Sefer HaShorashim, et c'est l'explication qu'il garde dans son commentaire sur la Torah. Il dit un petit grain de blé produisait des kmatzim et des poignées de grains finalement obtenus en résultat. Voilà la bracha qui était donnée pendant les années d'abondance. Le Targum Onkelos va dans une autre direction. Il dit c'est quoi ce mot likmatzim? Likmatzim ne parle pas vata saaretz, il pose la question, d'ailleurs elle était surprenante, c'est ce qui était difficile pour le Rashbam. Si on avait voulu dire que simplement la terre avait produit, comme dit le Rashbam, beaucoup de blé, on n'aurait pas dit vata saaretz, vatotse haaretz, la terre a produit. Pour elle écrit vata saaretz, d'après le Targum Onkelos, il dit pour la raison suivante, Haaretz, c'est par métonymie les habitants du pays, donc les différentes personnes, sont devenus terriblement à protéger ce qu'ils avaient produit et à ne pas faire de gaspillage. Vata Haaretz, Dayare Haaretz, les habitants du pays. Voilà la métonymie. Quand on parle de la terre, on parle des gens qui habitent dans ce pays-là. Et il dit Vekanshu Dayare Hara, ont assemblé les Dayare Hara comme des Kamtsim. Alors Kamtsim, c'est Kamtsanim. Kamtsanim, c'est ceux qui sont, alors on peut dire avares, mais à travers le mot avare, il n'y a pas simplement l'idée de kametz, kamatz. Le même et le bet étant des lettres qui sont proches de boumaf, c'est kabetz ou kametz, c'est un peu la même chose, celui qui se referme, qui garde. Les kabtsanim, ils ont été mekabetz, ils ont rassemblé toutes les différentes récoltes qui leur est arrivée. L'explication qui contribue à l'évocation de la conduite de Yosef est celle qui est donnée par le Ramban et qui dit l'ikmatzim, c'était dans des silos souterrains qui ont été faits sous la terre. Et ça, comment il le retrouve sur l'idée de l'ikmatzim, c'est très intéressant. Il y a un passouk de Megillat Kohelet qui dit Chofer Gumatz Boyipol. Chofer Gumatz, Gumatz, c'est un puits, un trou, et on a le mot, le guimel et le kouf, Gumatz, Komatz, c'est la même, ce sont des lettres qui s'interchangent. Le guimel, le kouf, le guimel, le chaf, ce sont des lettres palatales qui sont du palais, Gerhak, et ces lettres-là s'interpellent. Vous avez l'imzog pour verser, et on a Masecha Yena dans le livre de Michelet. Masecha, Nissour, et Meziga, c'est les mêmes racines. Le mot, tiens, oh là, on est rentré dans le Seger. Le mot Seger et le mot Secher, avec un guimel ou avec un chaf, le barrage, c'est la même racine. Les Rachel ou les Ragel. Les Ragel ou les Rachel, c'est colporter
le chaf et le gimel sont aussi des lettres qui s'interchangent. Donc, nous dit le Ramban, lorsqu'il est écrit l'ikmatzim, c'est comme ce gomatz en question qu'on lit dans le livre de Kohelet, qui parle de silos souterrains. Et c'est de cette façon-là que Yosef a entreposé ses graines pour permettre de les conserver. Donc les récoltes ont été à la fois mélangées avec du sable, à la fois entreposées dans des silos souterrains où la température est plus basse et où les différents nuisibles pourraient moins atteindre cette récolte. Il y a d'ailleurs un passage qui est totalement lié à l'économie qui se trouve dans la Maseret Berachot, tout au début de la Maseret, où le peuple juif vient voir le roi David pour lui dire qu'on est dans une situation où l'âme Israël a besoin de Parnassa. Et les différentes propositions que David propose, alors les Chachamim qui veulent voir David Ameler lui disent En akometz masbia et Ari. En akometz masbia et Ari est expliqué par Rav Haïgaon, des Géonim, des premiers commentaires qu'on a conservés sur le Talmud, sur Masechet Berachot. Il nous dit c'est quoi En akometz masbia et Ari. Ce kometz, c'est effectivement le trou dans lequel réside le lion, la tanière du lion. Un akometz masbia et Ari, le lion n'est pas rassasié de sa propre tanière. Il a besoin d'aller chercher aventure à droite et à gauche. Le lion ne peut pas se contenter de ce qu'il a déjà. L'économie n'est pas quelque chose qui peut rester simplement dans la conservation de ce qui est. Elle a besoin d'aller développer comment produire de la richesse pour donner au peuple juif un peu plus par rapport à ce qui lui manque. Voilà, c'est un long débat dans la Masechet Berachot, mais en tout cas pour nous, c'est le début de la réflexion sur ce que fait Yosef par rapport à la récolte de l'Égypte. Comment conserver? Il y a des stocks en trop. Le midrash que j'évoquais tout à l'heure disait Velo hasru adiom moto. Ils n'ont pas été perdus, ils n'ont pas été diminués jusqu'à sa mort. Alors on dit bien entendu, ils ont mangé quand même. Alors certains disent il ne faut même pas lire Velo hasru, mais il faut lire Velo sarhu. Los sarhu, ils n'ont pas pourri, justement. Il n'y a pas eu la vermine, les différents charançons qui ont pu détruire ces récoltes, ces greniers. Les différentes manques, pertes, dégradations qui ont pu venir de différentes vermines n'ont pas atteint les récoltes, sauf le fait d'avoir distribué cette récolte-là vis-à-vis de l'Égypte. Il y a différents manques qui auraient pu être causés dans la façon de distribuer, de garder les récoltes et ensuite le redistribuer. Il n'y a pas eu justement, nous dit le Midrash, d'après une certaine explication, il n'y a pas eu de perte dans la réserve et la redistribution de ces différentes réserves. Certains disent c'est sous forme miraculeuse. De la même manière que pour Eliyahu Hanavi, lorsqu'il fait son miracle avec l'huile, où il ramène différents récipients, et les récipients non seulement contiennent l'huile, mais même se développent, l'ochasru adiom moto serait l'idée selon laquelle les granges se sont déversées sur les Égyptiens pour alimenter l'Égypte, mais n'en ont pas été pour autant diminuées. Quelque chose qui part totalement, rentre dans le registre du merveilleux. Est-ce qu'il y a perte ou est-ce qu'il n'y a pas perte? L'économie n'est pas le monde dans lequel les choses s'auto-régénèrent, mais par contre, il y a quand même un élément très intéressant. Est-ce qu'on peut produire de la richesse sur des bases qui existent? Est-ce qu'on peut à la fois perdre d'ailleurs et produire dans les deux sens? C'est comme l'énergie. Est-ce que ça se conserve comme l'énergie, qui se conserve, tout change et rien ne se perd, rien ne se crée? Ou alors on pourrait dire non, il y a des choses qui se perdent. Il y a dans la crise des fois des millions qui disparaissent, mais il y a aussi la possibilité de créer à partir de rien une certaine prospérité. Ce qui est évoqué sous forme miraculeuse à travers le Midrash peut-être signifierait une certaine conception de la manière de gérer l'économie d'une manière plus générale. D'ailleurs, dans le Midrash, on nous dit à propos de Pasuk de Sefer Kohelet, Ve'haaretz le'olam omedet, la terre reste toujours, tient toujours. On nous dit Kol haaretz ma'amedet et perotea, c'est-à-dire c'est la terre qui peut conserver ses propres fruits. Premièrement, sous le registre de tout à l'heure, dont on parlait du fait de garder la terre au sens premier, peut conserver ses fruits, mais l'idée de l'Aramide, c'est aussi donner la force à se développer. Et il y aurait peut-être la possibilité, grâce à cette terre, grâce à une certaine conduite, à pouvoir développer plus que ce qu'on avait au point de départ. Et c'est là que commence notre réflexion sur l'économie, sur les excédents dans un premier temps,
sur la façon de les stocker. Voilà, on a vu un petit peu rapidement le côté technique de la chose, et sur la façon de créer sur ces excédents-là, je ne dirais pas de les, comment dire, de la richesse, même si jamais c'est l'occasion pour Yosef, dans le passage de récolte à argent, d'enrichir le Paro et le pouvoir, mais de réfléchir d'une manière générale à la façon de traiter les excédents. Et peut-être toute l'économie pourrait s'entrevoir à travers le rapport qu'il y a justement sur les excès de nourriture, les excès de richesse, le luxe, ce qui est gaspillé, ce qui est conservé. Peut-être pourrait-on lire à travers la conduite de Yosef dans la façon de conserver ses stocks le premier traité d'économie politique. Et je m'explique. On a un pays qui n'avait pas prévu ni l'excès, ni la famine, ni la disette, qui ne pouvait imaginer la nécessité de gérer des périodes de crise à travers le fait de conserver ce qu'il a. Il ne sait pas comment conserver. On a commencé par ce midrash qui nous dit les Égyptiens se moquaient de Yosef, comment ils croient rêver de garder la récolte sur 7 ans d'avance. La récolte est en excès. L'usage est de se débarrasser de tous ces excès. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que peut-être c'est la définition même de tous les échanges économiques. On n'a pas de possibilité de conserver ce qui est en excès, ce qui a été produit, ce qui est en stock va probablement se détériorer. Et du coup, pendant les années de disette, on n'a plus rien qu'on a pu garder. La surabondance d'un premier temps ne peut être stabilisée parce que les fruits se gâtent, le lait tourne à l'aigre, le vin au vinaigre, le stock de blé se remplit de rats, de charançons. Tout n'est que dans un état perpétuel de détérioration. Tout fermente, tout se corrompt, tout change, et la nourriture d'un premier temps devient pourriture dans l'année suivante. Et la grande question, le grand problème auquel on est confronté, c'est que faire justement pour survivre dans une situation pareille. La première solution, c'est de se débarrasser des excédents. Puisque l'excédent est périssable, eh bien, il faut écouler. C'est la première idée de n'importe quel, et c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui dans la période de ces guerres, eh bien, il y a des marchandises. Eh bien, si vous ne voulez pas couler en conservant vos marchandises, il faut écouler les marchandises. Écouler pour ne pas couler. Voilà à peu près la règle première de toute activité économique essentielle. L'échange économique naît du changement de toutes les matières, de toutes les denrées qui sont périssables. On échange pour ne pas que cela change, pour ne pas que cela se détériore. Il y a une fuite, il y a la détérioration. Comment stabiliser la fuite? Voilà le premier point auquel on est confronté. Les gens parfois pensent que l'échange est ce qui manifeste le mouvement, puisque l'échange est dans le mouvement. Au contraire, l'échange n'est pas le mouvement, n'est pas la mobilité. L'échange est ce qui permet de rester d'une certaine manière immobile, malgré le changement inhérent aux denrées qu'on conserve. Tout est en mouvement, tout est en train de pourrir, tout est en train de mourir, tout est en train de couler. Il faut vite écouler ce qui a coulé, il faut vite échanger ce qui a changé, il faut retrouver la stabilité dans quelque chose qui est totalement en mouvement. Le mort, le pourri, devient de l'argent, sonnant et trébuchant. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on pourrait dire au sens premier, l'argent a pris la place de la pourriture. Donc l'argent, c'est tout simplement au sens premier, mais au premier réellement, l'argent, c'est de l'ordure transformée, de l'ordure potentielle, de ce qui aurait pu devenir pour nous un grand stock impossible à écouler, on l'a vite changé pour pouvoir conserver quelque chose. On a expulsé d'une certaine manière, expulsé le pourri, la corruption est changée, et le génie de cette première solution, c'est de chercher le stable dans l'instable, de chercher le repos dans le mouvement, de chercher la stabilité dans l'échange. Voilà la première règle, le premier principe fondamental. Ce principe-là, c'est justement d'emmagasiner et de transformer pour chacun des Égyptiens en argent. Oui, mais cet argent ne suffit plus. Et alors, on redonne l'argent, on vend la terre. Il y a toute la première activité d'économie, et ça va tellement loin, d'ailleurs, le changement
pour pouvoir continuer à conserver quelque chose, c'est que Yosef fait basculer l'Égypte, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, à une nouvelle, quelque chose de totalement nouveau. Et on va permettre, pour pouvoir subsister, à avoir de nouveaux secteurs, de nouveaux débouchés économiques dans les villes et plus simplement dans les campagnes. C'est la première solution. Il y a une deuxième solution. La deuxième solution, c'est de ne pas échanger, mais de continuer à stocker. Ah oui, mais alors on est en train d'expliquer que tout ce qui est stocké est en train de se corrompre. Oui, alors on peut stocker de l'argent, effectivement, parce que l'argent, a priori, ne se corrompt pas, même si tout le monde vous dira, oui, mais il ne faut pas conserver son argent dans une chaussette, il faut l'investir parce que l'argent est en train de se perdre. Quoique, dépend de période, différents conseils, on pourrait encore parler plus longuement là-dessus. Mais là où c'est très intéressant, c'est que quand la pourriture est là, quand les parasites demeurent dans le stock qui est gardé, il y a une autre méthode, c'est d'aller jusqu'au bout du processus de décomposition. Et ça, c'est très intéressant. Vous prenez votre raisin, si vous le gardez tel qu'il est, eh bien, il va tout simplement pourrir. Vous faites simplement un jus de raisin, si vous n'avez pas de quoi le conserver, il va pourrir. Eh bien, provoquer, accélérer le processus de fermentation, vous obtiendrez du vin qui, cette fois-ci, va pouvoir subsister. Vous ferez des liqueurs, vous avez le lait qui va tourner, qui va aigrir, eh bien, faites du fromage. Vous avez la grande invention de l'Égypte de cette époque-là, eh bien, c'est que la farine, lorsqu'elle est cuite et qu'elle nous donne le genre de pita tel qu'on n'a pas laissé monter et qu'on n'a pas pu faire gérer la matzah tout simplement de l'époque, eh bien, c'est quelque chose qui risquera aussi de pourrir. Et il y a l'invention première qu'on a et qui remonte à cette époque-là en Égypte, eh c'est le pain. Le pain, c'est provoquer le processus de fermentation afin d'obtenir un résultat qui ne pourrira pas. Et c'est très important parce que les gens croient que le pain pourrit, le pain ne pourrit pas, c'est l'eau qui est dans le sac en plastique, vous l'avez fermé et laissé, qui risquerait de pourrir. Le pain, si vous le gardez sec, si jamais le pain est au soleil, vous laissez un fruit au soleil, il pourrira, vous laissez du pain au soleil, il durcira, mais il restera encore comestible puisque vous pourrez faire des croûtons, vous pourrez faire émietter ce pain, faire une panure et autres utilisations qui restent comestibles. L'Égypte réussit à cette époque-là, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que toute l'histoire de Yosef, on nous parle du lechem, lechem asher osé, en lechem, il n'y a plus de pain, etc. en Égypte, alors que quand on avait quitté Eretz Israël, on était avec, rappelez-vous de l'affaire de Lot, où on nous parlait de matzot, ou matzot afar, ou got, alors on dit oui c'est Pessah, l'une des explications les plus classiques, Lot et Abraham reçoivent les anges le soir de Pessah, d'accord, mais pratiquement la matzah est le premier, j'allais dire, est le souvenir lorsqu'on sort de l'Égypte, pas simplement du pain de misère qu'on mangeait en Égypte, mais du pain qu'on mangeait en Canaan avant d'avoir connu la révolution du pain en Égypte. Alors, je reviens sur la deuxième solution qui est fondamentale. On n'essaye pas de stabiliser le processus de décomposition, on l'accélère et en l'ayant accéléré, on arrive d'une certaine manière à le vaincre. La suite de toute cette deuxième solution, que je pourrais traiter ce soir-là, s'explique à Pessah dans le rapport qu'on a vis-à-vis du Hametz et de la Matzah. Le Hametz, comme étant justement ce qui est, à travers le temps, par le fait d'avoir gonflé, donne l'illusion à l'homme qu'il va pouvoir allonger le temps, vous savez, le Zman Madaf, le temps où les aliments peuvent rester sur les étagères dans les magasins. Le pain pouvait rester. C'est très intéressant d'ailleurs parce qu'il y a eu une inversion totale au niveau de la consommation. C'est qu'aujourd'hui, notre pain ne peut pas durer trop longtemps, moins que vous le congeliez, alors que la matzah, telle qu'on l'a fait, qui n'est plus une matzah molle, mais une matzah dure, elle peut traîner un certain nombre de temps. C'est très intéressant, mais je ne dirais pas, on se donne rendez-vous, on se retrouvera peut-être pour Pessah et évoquer éventuellement cet aspect du Hametz et de la matzah. Pour revenir à notre affaire de Yosef, il y a des excédents, il y a la façon de les conserver, il y a la façon de réfléchir sur ce qu'on fait avec ça. Or, ce problème-là dépasse de loin le cadre de l'économie, pour une raison très simple. C'est qu'avant de parler des récoltes qui sont d'abord en surplus, en surabondance, et qui ensuite vont être gardées pour pouvoir parler, pour traiter les périodes de disette, on a d'abord au titre humain le même problème qui se pose. Il y a une famille dans laquelle il y a un enfant qui semble être pour ses frères un excédent. C'est un enfant qui est en trop, c'est un enfant dont on voudrait se débarrasser. Est-ce que l'on s'en débarrasse? Et c'est quelque chose d'incroyable.
Eh bien non. Les frères prennent Yosef et le mettent dans une citerne, dans un bord. Or, le bord n'est pas simplement le lieu où il y a des Nechashim et des Akravim, qui n'est pas vide, etc., qui n'a pas d'eau, etc. Le bord, puisqu'on nous dit qu'il n'y avait pas d'eau à ce moment-là, il y avait manque d'eau cette année-là dans les puits, c'est le lieu de conservation, c'est le lieu du stockage, c'est le lieu dans lequel on garde justement quelque chose. Yosef, on veut s'en débarrasser, mais on le met dans le lieu où on va le conserver. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de terrifiant. Yosef est dans le bord, comme les récoltes de Yosef sont dans les entrepôts souterrains de l'Égypte. Et il y a une personne qui conserve tout ça, c'est Yaakov. Yaakov Ve'aviv Shamar et Tadavar. Il y a quelqu'un qui conserve la denrée humaine extrêmement précieuse qui est Yosef, en attendant de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser de ce stock qu'on a. Or, qu'est-ce qui se passe juste après l'avoir conservé? Deuxième évolution de l'histoire de Yosef, eh bien, on garde quelque chose. D'ailleurs, c'est même dit noir sur blanc sur le texte, puisqu'on nous parle de Réhouven qui voudrait les man atziloto miadam la shivo el aviv. On va le conserver un petit peu pour le ramener, mais en attendant, on prévoit déjà l'échange. Il était expulsé, il a été conservé, il va être échangé. Et sur quoi? Voilà l'argent qui commence à faire première activité économique, puisqu'on le sur de l'argent, on connaît tous les midrashim qui sont autour de la transaction, Yosef, pour combien d'argent ils ont pris, etc. Il devait être tué, il va être vendu. On devait le chasser, on va d'une certaine manière le garder, ou sinon garder la personne elle-même, en garder la mauvaise conscience. Puisque tout au long de l'histoire, les frères recherchent, comme Yosef recherchait et Achai Anochim et Vakesh, le Midrash nous dit, il cherche en Égypte où se trouve Yosef. Ce qu'on avait cru disparaître est encore bien présent. Non seulement il est bien présent, mais c'est lui qui a pris le centre de l'histoire. On a varié tout en sauvant un invariant. C'est l'idée de l'économie. On a réussi à essayer d'arriver dans tout le côté, comment dire, la pluralité des activités, la pluralité des personnes, le côté multiple des différentes tribus qui représentent la famille de Yaakov, et voilà qu'on en a gardé un et qu'on a finalement gardé parfaitement. Qui dans les échanges, qui est celui qui vend? Il y a des intermédiaires, il y a des substitutions, il y a les Midianim, les Ishmaélim qui vendent, les Potiphar, toute une histoire. L'argent circule, l'équivalent général que représente l'argent est tout le temps en mouvement pour conserver quelque chose. Yosef n'est pas celui qui va utiliser l'argent, n'est pas celui qui va s'occuper de comment gérer les denrées et les richesses de l'Égypte, c'est lui-même la richesse qui est en mouvement perpétuel entre Eretz Kenan et Yosef. Alors là, on touche un problème beaucoup plus intéressant, qui développe l'économie simplement, je dirais, terrestre, matérielle, à quelque chose d'autre, peut-être l'économie humaine. Chez Yosef, tout est échange. D'ailleurs, le mot khalifim est tellement présent chez Yosef que lorsqu'on le voit passer d'une époque à l'autre, il passe son temps à changer ses vêtements. C'est quelque chose comme ça. Et le mot même khalifim est évoqué, puisqu'on nous dit Vairitsuhu minabor, on l'a fait sortir minabor, Vaïgalar, Vaïchalef, Simlotav. Il a changé, c'est Simlotav. Oui, mais on sait, nous, que c'est Simlotav au pluriel. C'est pas simplement l'habit du prisonnier qu'il avait lorsqu'il était en prison pour arriver à la cour de Paro en ayant un habit plus présentable. C'est Simlotav en pluriel. C'est la succession d'habits. L'habit d'enfant, comme tous les enfants, qui se transforme en kétonette passive, qui est substitué, qui est l'habit qu'il devait avoir pour le couvrir très rudimentairement quand il est en train d'être vendu à Potiphar, qui lui-même achète un esclave, l'habit de l'esclave, l'habit de l'intendant de sa maison. Enfin, il change toute la journée de vêtements. Et la question fondamentale qu'on se pose, c'est à travers tous ces échanges, est-ce qu'on a réussi à stabiliser quelque chose? À travers tous ces changements de vêtements, est-ce qu'il reste malgré tout une même personne derrière ces vêtements qui les habille? Et cette question-là, on pourrait la poser à d'autres niveaux. Yosef change de nom. Yosef, qui s'appelait Yosef, est devenu Tzafnat Parneach. Il y a quelque chose à découvrir, un tsophane, un code, un secret. Parneach, il y a la manière de le décoder, le décrypter, le code. Mais que reste-t-il de Yosef à travers tous ces différents changements? Est-ce que lorsqu'on garde un stock, est-ce qu'on amène ce stock à dégradation? Est-ce qu'on amplifie? On accélère peut-être le processus de galoute, de descente en Égypte? Les frères participent à tout ça. On garde malgré tout quelque chose d'invariant derrière tout ça. Regardez les enfants de Yosef.
2 enfants, Ménaché et Ephraïm. C'est très intéressant ces noms. Ménaché et Ephraïm, le premier, qui n'a Shani Elohim, Akadosh Baruch Hu m'a fait oublier. Et kol amali et kol bet avi, toutes mes souffrances et toute la maison de mon père. C'est le nom de la coupure, c'est le nom de l'oubli, c'est le nom de la disparition. C'est le nom presque, on dirait, s'il s'agissait de Yosef, de l'assimilation. C'est le nom sur lequel on l'appelle l'enfant, qui rappelle justement l'excédent qui a été chassé, la pourriture qui a atteint comment dire, le côté filial naturel, Nashani Elohim et Betavi. Mais le deuxième fils, Ephraïm, Ifrani Elohim, c'est la tzmicha, c'est la pricha. C'est que là, maintenant, dans le cas, Ifrani, il y a un fruit, il y a quelque chose qui a fructifié, qui a fleuri. Voilà quelque chose qui en est ressorti. Voilà ces 2 niveaux qui sont les 2 niveaux qui partagent Yosef. Un premier temps de l'oubli, un second temps de la prospérité qui lui vient dans un deuxième temps. Est-ce que c'est simplement l'apanage de Yosef? Est-ce que c'est simplement l'histoire d'une famille qui se désintègre et qui se reconstitue? Est-ce que c'est le problème de toute l'activité économique? Est-ce que ce n'est pas finalement, d'une certaine manière, toute la vie de l'homme, de la manière la plus générale qui puisse exister, des montées et des descentes, des changements de rôle successifs? Est-ce que l'idée même de Yosef, qui voit des rêves, mais nos 2 états, l'état d'éveillé, de veille, et l'état du sommeil dans lequel on peut rêver, ne traduisent-ils pas un peu la même chose? Le jour passé a disparu, il est perdu, il est terminé. Oui, mais la nature, Kadosh Baruch Hu a créé pour l'homme quelque chose d'incroyable, c'est que la journée passée n'est pas totalement perdue, elle peut se changer en rêve et elle continue à générer quelque chose qui va continuer à poursuivre son aventure, puisque ce rêve va être changé par une interprétation à un programme à réaliser. Est-ce qu'il y a effectivement un passage du temps qui amène à la corruption, qui amène à la perte, qui amène à la dégradation? Est-ce que c'est l'entropie qui touche tout? Ou finalement, à travers justement le rêve, il y a possibilité de retirer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être variant par le projet, mais invariant par son origine, par tout le temps qui a précédé, et peut-être par l'inspiration prophétique. Il y a un peu de névoie dans le rêve, lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu qui le génère à Yosef. Voilà le problème fondamental. Mais dans l'histoire de Yosef, on a une autre histoire qui est imbriquée. D'ailleurs, certains disent, une question, est-ce que ça s'est passé avant, ça s'est passé pendant Vayered Yehuda met Echav, l'histoire de Yehuda et de Tamar. Or, quelle est l'histoire de Yehuda et de Tamar de manière essentielle? Eh bien, c'est l'affaire du hiboum. Et l'affaire du hiboum, c'est est-ce que le mari qui est disparu, le mari qui a été perdu, qui est mort, peut-il être remplacé? Est-ce qu'il peut y avoir échange de ce mort et du nom du mort avec un frère qui pourra malgré tout donner une certaine continuité, donner quelque chose d'invariant? Voilà le nom, qui va peut-être varier de celui qui le portait, entre le père disparu et l'enfant qui va naître, mais qui va être invariant par la continuité que le fils repose, sur laquelle repose. C'est une terrible affaire. On parle toujours de l'affaire du hiboum et de la yébama, mais l'affaire de l'enfant qui, dans la Torah, porte le nom. Alors, on dit que ce n'est pas une halakha, on n'a pas le devoir obligatoirement de porter le nom, mais porter cette succession, c'est exactement le même problème. Et pour Yosda et Tamar en particulier, c'est un échange incroyable, l'un des échanges les plus étonnants de la Torah. Voilà une femme qui change elle aussi ses vêtements. Et on sait par la suite de l'histoire qu'il s'agit d'une tzadékette, mais qui prend les habits, Vayarcheve Alezona, et qui va, à travers quelque chose de problématique, de surprenant pour nous, faire naître dans cet échange-là particulier le Mashiach, puisque c'est l'ascendance du Mashiach qu'il a derrière. C'est quelque chose d'incroyable. Il y a à travers ces échanges, le changement et le côté inchangé, quelque chose qui est en train de passer. Prenez l'exemple du Mashiach. La Maloucha, elle commence avec Shaoul, qui est en train de faire un échange incroyable. Il perd des atonotes et il trouve la Meloucha. Il est en train de perdre quelque chose qui est en train de chercher ce qu'il croit de chercher, c'est des atonotes, mais pour les retrouver, il va chez Shemuel et c'est Shemuel qui lui donne autre chose que des atonotes. Il a échangé ses ânesses en pouvoir en royal. Eh bien, toutes ces idées-là se retrouvent cristallisées dans le personnage de Yosef. Yosef a 2 noms. A un nom Yosef,
je ne parle pas du nom égyptien de Safnat Paneach, mais à deux interprétations de son nom. L'une, c'est Asaf Elohim et Herpati, c'est le premier nom que donne Rachel. Akadosh Baruch Hu à Asaf. Asaf, c'est encore une fois l'idée de Asefa, de rassembler, de garder. Asaf Elohim et Herpati, il a vu ma souffrance, il a peut-être effacé par la même ma souffrance. Mais en même temps, c'est Yosef Hachem Li Ben Acher. Yosef, c'est ce qui va être ajouté, c'est la fertilité. C'est pour Rachel l'espoir d'un deuxième enfant. C'est Binyamin qui est déjà prévu, attendu par elle. Mais voilà les deux activités économiques de base. La Asifa, le fait d'engranger, Yosef, le période, la possibilité de faire fructifier, la possibilité de pouvoir développer au-delà. Mais ce n'est pas sur de l'argent que ça se déroule. C'est d'abord au niveau humain. Et d'ailleurs, au niveau humain, j'évoquais la semaine dernière le sens même de l'économie, sous le terme kalkala, qu'on trouve d'ailleurs pour la première fois dans notre paracha. Et on nous dit à propos de kalkala il y a deux racines de kal, kileyon, la destruction, et kuliout, le kli, ce qui va pouvoir être rempli. Or, dans le livre de Melachim, lorsque le Tanakh nous décrit la chokhma de Shlomo, on nous dit que Shlomo va yirkam mikol à Adam, Me'etana Ezrachi, Veheman, Vechalkol. Alors on nous dit c'est qui? Etana Ezrachi, c'est Avraham Avinu. Heman, c'est Moshe Rabbeinu. Ne'eman Bechol Beti Ne'emanu. Vechalkol, c'est Yosef. Il était plus sage que Yosef, chacun dans son état, et pour Yosef c'est le côté économie, politique, etc. Chalkol est le nom que prend Yosef justement au nom de la Kalkala, qui est à la fois le Kilayon, ce qui est détruit, et à la fois le Kli, le Akol, la Kuliout, l'ensemble de tout ce qui va pouvoir être conservé malgré la disparition entre, je dirais, la Kalkala et la façon de gérer ce qui est d'une part détruit, le Kilayon d'une part, et Hakol, l'ensemble de tout ce qui est gardé d'autre part. Ni tout gardé, ni tout perdu, il y a la façon de gérer ces choses-là, et c'est ça où se trouve justement le personnage de Yosef. Alors, je terminerai avec juste un élément. Dans la tradition occidentale, on a dans le monde grec deux vues qui se sont confrontées. Une première qui nous dit tout est changement. Héraclite, on ne passe pas deux fois par un même fleuve. Rien ne dure, rien ne reste, tout est un mouvement perpétuel. La vie, le monde, n'est que mouvement. Et l'exemple qui est donné, c'est justement l'eau qui passe. C'est à réfléchir à nouveau, parce qu'on pourrait se dire, mais oui, mais cette eau qui passe va malgré tout, changement et cycle de l'eau, va se jeter dans la mer, va retrouver à travers les nuages l'origine de sa source, et un jour ou l'autre va finalement repasser par là. Il n'est pas aussi évident que rien ne dure, que rien ne reste. Finalement, on repasse toujours par le même fleuve. Alors, il y a une deuxième position, Anaxagore, qui nous dit rien ne naît, rien ne périt, mais toutes les choses se combinent. Elle a eu une longue histoire dans l'histoire occidentale, puisqu'elle est arrivée jusqu'à l'époque mécaniste, 18e siècle, 19e siècle, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, toutes les différentes règles de l'énergie, de thermodynamique et autres. Voilà deux directions qui sont présentes, qui sont nécessaires, je dirais, dans la constitution même du monde dans lequel nous vivons. Or, nous lisons ces passages de l'économie de Yosef, depuis la paracha de Vayeshev, Mikes, Vayigash, et un moment particulier de l'année, c'est toujours le moment dans lequel nous réfléchissons à notre rapport vis-à-vis du monde grec. Pour une raison très simple, c'est qu'on lit toujours à Hanouka les passages de Yosef. C'est très intéressant, il y a eu beaucoup de liens qui ont été faits, Hanouka, Yosef. Or là, il y a quelque chose à relever. Ce qui a relevé, c'est le rapport qu'on a à travers Yosef à ces deux directions qu'on a dans le monde grec, de directions, je dirais, humaines, de bon sens, de logique, qui peuvent développer différentes philosophies, mais auxquelles on a une réponse juive pertinente, profonde et, je dirais, presque nécessaire, qui est évoquée à travers Hanouka. On a deux éléments dans l'affaire de Hanouka. Un élément, c'est le fait d'avoir retrouvé quelque chose qui n'avait pas été changé. Eh bien oui, la fiole d'huile, l'essentiel de cette fiole d'huile, c'est qu'elle est conservée telle qu'elle était, pas touchée, pas abîmée, pas corrompue. Elle est le parachèmen tahor avec le chotam du Kohen Gadol, comme s'il y avait tous les éléments pour parler de la conservation, de ce qui est. Le problème, c'est que ce par de Shemen peut être conservé, mais il ne suffit pas. Il n'a pas assez
pour justement pouvoir développer tous les différents jours de Hanouka. Et donc, on a à côté de l'idée de conservation, une deuxième idée qui se trouve à Hanouka. C'est la production, c'est le miracle d'une fiole qui va pouvoir durer pendant 8 jours. Voilà quelque chose de nouveau qui se crée. C'est du nouveau ou c'est le même? C'est ce qui avait été conservé ou c'est quelque chose qui a totalement été nouveau? Dans le monde grec, on est persuadé d'avoir trouvé l'équivalent universel. Avant que dans sa version moderne, l'Occident a fait de l'homme l'homo economicus, où l'équivalent universel, c'est l'économie et c'est l'argent, eh bien, le monde grec avait proposé différents équivalents universels. Il y avait la philosophie en premier lieu, une certaine tournure d'esprit et démonstration qui allait au-delà de toutes les différentes de populations, d'histoires et de peuples. Il y avait la science développée, mathématiques à l'appui et développement des premières sciences pour pouvoir nous dire on va pouvoir trouver au-delà des différents nationalismes et particularités, quelque chose qui peut unir tout le monde sous le grand universalisme grec. On a même la religion qui, dans un premier temps, est aussi une affaire d'échange. On vous donne nos dieux, vous nous donnez les vôtres, et tout le monde est content dans le grand panthéon du syncrétisme grec. Vous pouvez faire échange de toutes les religions, et c'est effectivement quelque chose qui peut sembler être très tolérant. Or, il y a un peuple qui refuse justement cet échange-là, qui n'est pas prêt à faire aucun troc, ni de ses divinités, de sa divinité, ni de sa conduite pour pouvoir avoir le nouveau, le miracle, dans ce qui n'est pas changé. La règle fondamentale, ce n'est pas le libre-échange, ce n'est pas le fait de conserver ou de dilapider au moment où c'est bon, ou d'investir au moment où il se doit, qui donne la croissance. C'est juste dans une première réflexion purement économique. Mais pour le Ham Israël, c'est le fait de conserver Shemen Par, Shemen Tahor, le fait de l'avoir gardé, qui nous donne la multiplicité des journées de Hanouka qui arrivent à se développer sur cette même lumière. Il y a dans l'idée de Hanouka une réponse fondamentale à tout le problème de l'économie, à tout le problème de l'universalisme changeant et invariant universel, c'est la possibilité de conserver une certaine lumière qui n'a pas changé depuis qu'elle a été créée par Akadosh Baruch Hu, mais qui pourtant donne naissance et donne reflet dans toutes les lumières que l'homme peut développer dans le monde. Il y a une possibilité d'avoir une certaine conduite humaine qui a à la fois la continuité de la conduite d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, mais qui à travers Yosef se développe dans le côté nouveau et changeant de l'Égypte, du pouvoir, de la façon de gérer un peuple, une nation, un empire. Et c'est simplement dans la fidélité de l'un et le changement que Yosef peut apporter à l'Égypte qu'on a peut-être une approche de ce que signifient ces deux aspects qui sont véritables au niveau de l'économie matérielle et concrète du monde et aussi au niveau de l'économie spirituelle du peuple juif et de l'homme. Merci beaucoup, Toda Rabba Rav Shuraki. C'était très très riche en enseignements. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour poser vos questions, vos réactions, ou tout simplement remercier le Rav Shuraki. La parole est à vous. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Allez-y. Oui. Bonsoir. Vous avez fait un grand exposé très, très détaillé qui englobe les côtés botaniques, chimiques, entomologiques et d'économie humaine, mais vous n'avez pas traité le problème économique et moral je dirais, de la fiscalité. Parce que Yosef, il prélève Homesh, il prélève 20% de chaque récolte, il les stocke, hein, et puis quand ils viennent demander à manger, il leur fait payer. Mais cet argent, cette richesse, il appartient à qui? Il appartient à l'État. C'est-à-dire, c'est une double imposition. C'est comme si vous payez la sécurité sociale, la Coupat Cholim, et puis quand vous venez à l'hôpital, que vous êtes malade, alors on vous fait payer plein pot.
C'est pas, il y a quelque chose, il y a quelque chose là de la spoliation qui n'est pas normal. Vous avez totalement raison, mais je m'excuse. Comment dire, le sujet est tellement vaste que, comme je disais en commençant, les différents aspects de la politique économique de Youssef demanderaient une série de cours. On pourrait étudier une année entière simplement chaque aspect, dont le problème de la fiscalité. Je ne pouvais pas, dans le cadre restreint de ce cours, et même d'avoir fait 2 cours, j'ai hésité un petit peu en me disant peut-être que c'est trop déjà de continuer sur le cours qui avait commencé la semaine dernière. Traiter ce problème-là, c'est un vaste sujet. Il a été développé dans le Talmud, on a réfléchi à cette question-là, mais je peux m'excuse dans ce cadre limité, ne pas vous donner. Bezrat Hashem, dans une autre occasion, je reprendrai cet aspect qui est d'ailleurs lié à 2 points. Ce n'est pas simplement la fiscalité. Il y a un marché qui se crée entre la fiscalité et les personnes, parce que jusqu'où il achète, etc. Et c'est ces 2 aspects qui sont là. Le 1/5 n'est pas un 5e simplement imposable, c'est un 5e comment dire, du travail que fait ce qu'on appelle un haris dans le Talmud, c'est-à-dire l'ouvrier agricole qui travaille dans le champ et qui donne. C'est un propriétaire, c'est un propriétaire. C'est très large. Je m'excuse de ne pas pouvoir, comment dire, dans un cadre limité, ce n'est pas, comment dire, parler simplement d'un aspect. Je comprends. Est-ce que vous avez des références dans le Talmud? Oui, oui, sur ce sujet-là, il y a beaucoup qui a été traité. Mais je veux dire, il faudrait le développer plus, comment dire, en part entière. Rabat, autre question, réaction? Oui, j'ai une autre question, Shavuatov. Ça serait juste au sujet de l'économie circulaire, qui est une tendance qu'on voit de plus en plus. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent cette question de l'économie circulaire, voire même qui réinventent en fait leur positionnement assez stratégique dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut voir des prémices de l'économie circulaire dans le cadre de ce qu'on vient de voir avec Youssef? Alors, bon, il faudrait approfondir plus longuement l'histoire de l'économie circulaire, mais ce qui est intéressant dans l'activité de Youssef, et on se retrouve avec la question qui a été posée précédemment, c'est justement le fait d'engranger quelque chose, de ressortir cette chose-là, et est-ce que les personnes qui ont travaillé sur la base de ce qu'il avait déjà eu, d'une certaine manière, disons comme ça, d'une certaine manière, les récoltes qui se produisent chaque année, dans l'ancien temps, est-ce qu'elles créent quelque chose de sédentaire ou quelque chose qui est tout le temps en mouvement? L'idée de Youssef en Égypte, c'est d'essayer d'associer les deux. Et d'associer à la fois le côté, comment dire, l'assurance qui nous permet de continuer quelque chose, d'un cycle qui ne se détachera pas, qui ne s'arrêtera pas, tout en ayant malgré tout quelque chose qui progresse. Ce sont ces 2 aspects qui sont liés à l'idée de Youssef. Et ces 2 aspects sont le rêve de Youssef, peut-être depuis le début de l'histoire. Parce que vous remarquerez qu'on a chez Youssef 2 rêves, l'un qui est lié aux récoltes et l'autre qui est lié aux astres. Le blé qui se prosterne devant lui et le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Or, les blés et les astres produisent 2 éléments différents. L'un, c'est une économie qui est basée uniquement sur une récolte qui revient chaque année. On espère que ça va recontinuer, ça va pas s'arrêter. Ça, c'est l'activité sédentaire, agricole. Et on a les astres qui parlent d'une activité plus liée au commerce, plus liées aux denrées qui sont échangées d'un endroit à l'autre, puisque c'est par les lunes et les astres, les étoiles, que se retrouvent les différentes peuplades nomades. Donc c'est de cette manière-là qu'on va créer le mouvement. Le mouvement par le second et le côté fixe entre le premier rêve. Il me semble que cette composition des 2 est la manière la plus exacte de traduire la manière de réfléchir Youssef sur sa manière de voir le monde, sur la manière de voir aussi l'économie. Merci. Autre question, Youssef. Merci. Merci 1000 fois. Je voudrais suggérer, enfin vous dire ce que m'a suggéré votre exposé remarquable du reste. C'est le Midrash qui dit que ça leur a demandé de se circoncire. Alors on ne comprend pas ce que ça vient faire. Enfin jusqu'à présent je ne comprenais pas vraiment ce que ça venait faire là-dedans. C'était un peu magique. Mais à la lumière de ce que vous dites, voilà ce que ça m'inspire et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La Brit Mila, c'est Shmirat Haberit, le côté où on garde, avec comme projection l'élaboration du Ben Adam, celui qu'on attend, la consécration des engendrements. Alors, il faudrait longuement parler. Là, vous ouvrez, et je vois que vous êtes Joseph, donc vous avez aussi, comment dire, beaucoup d'inspiration liée à ce sujet. Mais vous avez raison, mais là, il faudrait l'ouvrir encore. Non, mais chaque sujet est un sujet très large. L'idée de la Brit Mila, vous avez raison de parler de Shmirat Haberit,
Et l'idée de Shmirat HaBrit est très intéressante. La Bérit se trouve, dans c'est une question qui est posée par les Chachamim. D'où sait-on, puisqu'on nous parle Imol et Bessar Orlato, d'où sait-on que la Orla a trait justement à la Bérit Mila? On aurait pu parler de la Orlat Alev, qui est appelée dans un autre endroit de la Torah. On peut parler de Orlat Oznechem, Arelim, Oznaim. On parle de Orla pour parler de différentes façons. On a cette idée de Orla. D'où sait-on que le Orla touche le sujet de la Bérit Mila? Et on parle justement de la Bérit Mila comme étant l'aspect de l'homme qui a le période, qui donne justement quelque chose de nouveau, qui crée, qui est le mouvement. S'il y a pour la possibilité pour l'homme de continuer quelque chose, de justement faire l'échange qui va lui permettre de continuer, puisque par les enfants, il est encore vivant, même après la disparition du corps biologique, il a la continuité par ses enfants, c'est dans la Mila. C'est tout l'aspect dynamique de l'homme, l'aspect créateur, qui a la possibilité d'associer à Kadosh Baruch Hu, continuer la création du monde et des hommes. Or, c'est justement dans cet aspect, comme vous le soulignez, qu'il y a l'idée de Shmira. C'est dans le moment où l'homme va créer du nouveau, va pouvoir s'associer à quelque chose de dynamique, de veiller à ce qu'il est dans la continuité de ce qui a précédé et non pas totalement détaché. Certains croient que le progressisme est ce qui nous exige pour nous de s'éloigner, tout fanfaron, de tout ce qui a été l'héritage des temps passés, des générations qui nous ont précédés. La Torah conçoit la chose totalement différente. C'est par le côté fidèle à ce qui nous a précédés, fidèle d'ailleurs à la Mila, puisque la Mila est ce qui est pratiqué sur le fils lorsqu'il n'est pas conscient, et il assumera sa Mila lorsqu'il l'a fait sur son fils à lui-même. Donc c'est une mitzvah à double aspect, à la fois celle du père sur le fils et du fils ensuite. Eh bien, cet aspect des choses-là est ce qui lui donne la possibilité d'être avec Akadosh Baruch Hu, Shutaf B'Maaseh Bereshit. Donc là, vous soulevez un large problème, il faudra en parler spécialement sur la Mila, mais c'est absolument lié à ces deux aspects des choses. Quand j'évoquais tout à l'heure Tamar et Yehuda, qui est justement le moment de la déviation, je dirais, de la nature créatrice de l'homme et de la femme, du côté merveilleux qu'il y a derrière et qui est perdu à travers, dans l'histoire de Vaïr Sheval et Shazona, et récupéré par l'idée du Mashiach qui naît à travers ça, dans cette paracha particulière. Berit Melah. Alors là, on rentre. Chaque sujet est un sujet en soi passionnant, parce que vous parlez de Mélar, j'évoquais simplement dans le côté pratique du côté Mélar. Pourquoi la Bérit est toujours associée avec le Mélar qui conserve, c'est le Mélar du Halom, enfin bon, il y a beaucoup de choses, mais je vois que Johan est en train de sourire parce que j'ai depuis déjà longtemps dépassé... Non, c'est Youssef qui me fait rire. Il lance des notions et puis vous pouvez pour chaque notion faire un cours pendant 1 heure, et c'est passionnant. Mais... Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, chers amis? Est-ce que je peux poser une question au sujet des vêtements? Parce que vous avez parlé de Yosef qui changeait ses vêtements. Comment est-ce qu'on peut interpréter le fait qu'il abandonne son vêtement quand la femme de Poutifar essaye de l'attraper et il laisse son... Oui, alors oui, c'est parfait, c'est parfait. La femme de Poutifar, c'est très intéressant. Vous avez tout à fait raison d'évoquer cet élément-là. Le moment de la femme de Poutifar est décrit par le Midrash comme un moment clé de l'histoire de Yosef. C'est le moment où, après différentes chutes, d'ailleurs il tombe, etc., il arrive dans ce qui aurait pu être le moment de coupure, puisqu'on lui dit à ce moment-là, d'après le Midrash, s'il avait succombé à la femme de Poutifar, eh bien, il perdait, effectivement, il était l'excédent chassé, parce qu'on en a vu des excédents chassés, Ishmaël et Esav, etc. Et à ce moment-là, lui apparaît l'essence même de Yosef, au-delà du vêtement. Il apparaît le Yosef réel. On dit qu'au moment où il approche la femme de Poutifar, il voit Dmout Diukno Shel Aviv. Dmout Diukno Shel Aviv, alors on dit est-ce que c'est son visage? Il y a différentes manières d'entrevoir ce passage-là. Dmout Diukno Shel Aviv, c'est-à-dire en fait ceux dont il est lui-même porteur, on dit qu'il se ressemblait de Yaakov Yosef. Yosef est totalement à l'image de Yaakov. C'est sa nature réelle, profonde, celle dont on a voulu le couper à travers le fait de le chasser, mais qui est encore en lui. Le vêtement est le vêtement du rôle qu'il remplit à ce moment-là en Égypte. Le troc du vêtement contre sa nature réelle, c'est un peu la manière, de manifester de manière magistrale le fait que Yosef abandonne le vêtement, abandonne le rôle qu'il est en train de jouer à ce moment-là pour rester Yosef tel qu'il est lui-même.
comment dire, garder le vêtement et oublier le père, c'est ça ce qui aurait été le problème, comment dire, le drame de Yosef. Donc là, il y a derrière les Bégadim, on pourrait parler longuement de ces Bégadim sous les différentes formes, de lévouche, glima, etc. Mais en tout cas, qui est honnête, qui réapparaît à plusieurs reprises dans la Torah, cette réflexion sur le vêtement. Il y a le vêtement qui, d'une part, cache quelque chose, il y a le vêtement qui influence sur ce qu'on voudrait montrer, il y a le vêtement qui, par le fait du vêtement, nous permet de jouer ce qu'on devrait être. C'est par exemple l'exemple du vêtement de Kavod et Tiferet. Et on associe très souvent le personnage de Yosef avec les différents habits de Kohen Gadol, avec l'affaire de Mordechai dans la Megillat Esther, où on a aussi le fait de quitter le vêtement. Il y a toute une histoire presque qu'on devrait raconter, l'histoire du vêtement décrite à travers la Torah, qui commence par un premier vêtement, qui est celui d'Adam. Vous voyez, on a toute une longue histoire. Mais là, comment dire, détacher cet élément-là, c'est parfait, c'est totalement dans l'ordre de l'idée du débat. Est-ce que c'est quelque chose comme un vêtement qu'on peut changer comme on change de chemise, ou alors c'est quelque chose dans lequel on a malgré sous le vêtement, il reste malgré tout comment dire, l'essence, la personnalité de Yosef qui, elle, est inchangée. Et c'est ce qu'on comprend suite à cette... Merci. Est-ce que je peux poser une question? Allez, Daniel, dernière question. Oui, je voulais dire, ça m'a fait penser toutes ces sortes de se retracter et puis de s'épancher. Il y a toujours un double mouvement pour pouvoir atteindre ce qu'on doit atteindre, mais ça m'a fait penser au nom de Akadosh Baruch Hu. Kadosh, c'est s'éloigner, c'est se couper, et Baruch, c'est au contraire de s'approcher. Alors là, vous vous faites comment dire, pénétrer dans les zones comment dire, les plus profondes et les plus secrètes. Vous avez totalement raison, mais comment dire, on laissera comment dire, cette réflexion sur Akadosh Baruch Hu, Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin, transcendant, immanent, etc., pour comment dire, une heure plus tardive de la soirée. Mais vous avez totalement raison dans cette association. Toda Rabba Rav Shuraki, un grand merci. Merci beaucoup. Irat Hashem, Iotsaro. Voilà, c'est avec ça qu'on finit. Merci pour l'Irat Hashem et merci pour votre puits de connaissances. Shalom à tous, on se retrouvera demain pour d'autres cours avec Midreshet Yehuda. Kol Tov. Merci.